Déjà, je tenais à vous remercier et à remercier justement l'invitation à intervenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'éducation. Alors, je me présente rapidement. Mon nom est Christian Kamchouang, je suis entrepreneur et écrivain et je suis aussi professeur de mathématiques depuis plus d'une dizaine d'années. Je voulais sensibiliser sur l'importance des maths, surtout dans une société occidentale qui commence à mettre les maths un peu de côté, alors que les maths sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. En fait, les maths sont inévitables. Ils sont inévitables pour différentes raisons, on va essayer de le voir ensemble. La première chose, c'est avec l'avancée des technologies, vous vous rendez compte que finalement, tous les jours, on étudie votre comportement. Et votre comportement, en fait, implique finalement des décisions qui sont associées à des petits calculs mathématiques. Quand vous consommez, quand vous avez l'impression de consommer votre ordinateur ou votre téléphone portable, en fait, c'est vous le produit et on analyse toutes vos actions, vos faits et gestes, etc. Et finalement, à travers les mathématiques, il y a des algorithmes qui arrivent à finalement à percevoir qui vous êtes et donc à percevoir ce que vous pouvez aimer, quels sont vos ressentis, quelles sont demain votre volonté peut-être de voyager ou de vous orienter dans tel domaine, etc. etc. Et derrière ces algorithmes, c'est des maths, d'accord? Et avant même ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, tous les jours, vous utilisez, vous employez implicitement, directement ou indirectement, des mathématiques. Alors on va essayer de le voir d'une manière assez basique. La première manière, c'est très simple, vous allez au supermarché et vous devez choisir entre deux produits. Il y en a, par exemple, il y a 3 pots de maïs, je sais pas, 10 €, et il y a un pot qui est à 3 €. Alors, à un moment, vous devez faire ce qu'on appelle la règle de 3, si vous voulez déterminer lequel est le moins cher. Malheureusement, aujourd'hui, même ces petits calculs, on ne le fait plus, et on se retrouve avec des sociétés comme, bon, je ne vais pas les citer, mais ces grandes surfaces qui abusent du fait que vous ayez laissé les maths de côté, d'accord? Donc ça, c'est très important. Tout à l'heure, la présidente, justement, mentionnait le comptable. Alors, en fait, la question, elle est simple. Quand vous regardez, par exemple, les joueurs de foot, vous allez très vite comprendre, vous avez Cristiano Ronaldo, vous avez le comptable de Cristiano Ronaldo, et vous avez l'agent de Cristiano Ronaldo. Et si je vous demande lequel des enfants de ces 3 acteurs a plus de chances de réussir dans la vie, d'après vous, ça sera lequel? Là, c'est une vraie question. Vous avez le fils de Cristiano Ronaldo, le fils du comptable de Cristiano Ronaldo, et vous avez le fils de l'agent de Cristiano Ronaldo. Alors, tu m'as dit? Alors, bon, la première réponse, c'est la réponse assez basique. C'est vrai, la plupart du temps, on va penser que c'est le fils de Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo a beaucoup plus d'argent que son comptable ou son agent. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Il s'agit juste de vraisemblance et de probabilité. Malgré tout l'argent du monde, Cristiano Ronaldo n'a pas le savoir de son environnement, n'a pas la connaissance de son environnement. Et donc il ne saura pas dans quelle école inscrire son enfant. Il ne saura pas l'importance des matières pour entrer dans ces établissements d'excellence. Alors que son comptable, lui, va le savoir. L'agent, c'est pas sûr non plus, d'accord? Mais effectivement, le comptable a plus de chances de réussir, entre guillemets, dans la vie, parce que son père a plus de connaissances sur l'environnement, sur son environnement, en fait, voilà. Et donc, quand on a voulu mettre, c'est vraiment que j'ai voulu mettre le thème raciste dans le titre de cette conférence, en fait, le racisme, si je puis dire, ou la discrimination, elle est associée à la connaissance de son environnement. En ce qui concerne les maths, en France, on a commencé à mettre les maths optionnelles, non obligatoires. Alors, pour moi, il s'agissait clairement d'une aberration. Et ce qui se passe, les parents ont été confrontés à quelque chose de terrible. Tout le monde veut la mention au bac pour son enfant. Alors, quand l'enfant est en première terminale, voyant que l'enfant est moyen en maths et qu'il est excellent en latin, la tendance,
et de se dire, bon, je veux que mon fils ait la mention très bien, je vais prendre latin au lieu de prendre option maths. L'enfant va avoir son bac avec mention, mais l'enfant ne pourra pas rentrer dans certains établissements d'excellence. En effet, quand vous voulez faire des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, on voit toujours les maths. Et l'importance est donnée aux maths parce que c'est vraiment la langue universelle. Alors pourquoi très tôt inculquer la base des mathématiques aux enfants? Parce que les maths permettent d'aiguiser l'esprit critique. Alors, je vais détailler, mais en fait c'est assez simple. En gros, quand vous devez faire des choix ou prendre des décisions, vous devez avoir ce qu'on appelle des indicateurs. Des indicateurs pertinents qui vous permettent de prendre une décision. Malheureusement, la pertinence, elle est associée à des mathématiques. Et si vous n'avez pas ces mathématiques, vous allez vous trouver très vite à voter 3 fois pour Macron. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, vous allez vous trouver à faire des choix qui ne sont pas forcément pertinents. D'accord? Donc, vous devez en fait très tôt habituer vos enfants finalement à réfléchir. Surtout que la société aujourd'hui a tendance, j'allais dire, à les abrutir. C'est pas leur faute entre guillemets, mais la plupart du temps, les enfants sont passifs. Ils reçoivent de l'information. Quand ils sont sur la tablette, ils reçoivent de l'information. Quand ils regardent Netflix, ils reçoivent de l'information. Et je vais vous dire un truc qui va vous choquer, mais j'aurais plutôt tendance à préférer que votre fils joue à un jeu vidéo un peu éducatif que passe son temps à regarder une série Netflix. Mais si je veux être pertinent, je vous dirais, j'aimerais plus que mes enfants passent leur temps à lire. Alors la lecture, ça peut paraître assez vieux jeu, mais la lecture vous transporte au voyage et cultive votre imagination, votre imaginaire. Le livre et le film, quand je regarde le film, je suis passif. Quand je lis le livre, je lis Harry Potter, je dois m'imaginer en fait ces différents personnages. Et donc là, il y a tout un travail qui se met en place. Et donc il faut vraiment stimuler vos enfants. Ok? Et les maths, c'est vraiment très important dans tout ce qui est logique et tout ce qui est algorithmique. Souvent, il y a un phénomène qui se passe au niveau des parents. Hein, je fais pas mal de café de parents. Il y a la mère ou le père. Bon, la plupart du temps, c'est la mère, hein, on ne pas, mais ouais, les maths, c'est pas pour moi. Les maths, va voir ton père. En fait, quand vous faites ce genre de choses, vous donnez la possibilité à l'enfant, vous lui ouvrez une sorte de boîte de Pandore où l'enfant peut se dire, il y a des matières, elles ne sont pas pour moi. Et ça, c'est très 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 dangereux. Hein? Donc, vous devez, finalement, même vous en tant que parent, essayer de réapprendre ce que sont les maths, essayer d'avoir une relation affective, hein, désolé, une relation affective avec les maths. Et pour ça, bon, j'ai créé des outils. Donc j'ai créé 2 livres pour l'apprentissage des mathématiques et un autre pour le côté ludique, vous pouvez jouer en famille. J'ai créé aussi un jeu de cartes, mais il faut que les maths rentrent dans votre quotidien et qu'il n'y ait plus de barrière. Si le parent est malade, ou dit les maths, c'est pas pour moi, l'enfant peut se dire, bah, maman ou papa, les maths, c'est pas pour moi non plus. Donc ça, il faut vraiment essayer d'enlever ce genre de réflexe. L'autre conseil que je donnerais aux parents, c'est au maximum, dans vos interactions tous les jours, de pousser votre enfant à aller vers les maths. Et les maths sont partout. Alors, j'ai parlé des courses tout à l'heure. Un truc tout bête, pour les jeunes, ils doivent connaître, enfin les jeunes, enfin pas les jeunes justement, l'inverse des jeunes, je ne sais pas comment on appelle, l'inverse des jeunes, ça c'est comment les matures. Les matures doivent connaître, mais avant il y avait un jeu qui s'appelait le juste prix. Vous allez faire les courses avec vos enfants, et ils sont 2 ou 3, et vous dites, celui qui sera plus proche du prix aura le droit à un bonbon ou à ceci, mais vous stimulez par la gamification en fait la réflexion. Et non, alors la première chose, quelque chose d'important que je dis à mes élèves, personne n'est nul en maths. On a des problèmes ou des difficultés en maths. Alors, le verbe être, c'est un verbe d'état, c'est très dangereux. Personne n'est nul en maths. On a des problèmes ou des difficultés en maths. Ça, c'est une première chose. Alors, en ce qui concerne ton époque,
concerne mon époque, je dirais que c'est vrai que déjà il y avait une sorte de stéréotype. Années 80. Ouais. C'est-à-dire qu'on orientait plus les garçons vers tout ce qui est scientifique, ingénierie, et les filles vers tout ce qui est littéraire, tout ce qui est aussi santé, etc. Il faut savoir que quoi qu'il arrive, comme l'a dit la conteuse, les maths sont omniprésentes. Et c'est vrai que le problème du système éducatif français, vous sortez des maths peut-être au collège, vous faites une formation, vous n'avez pas conscience de ce que c'est les maths, mais vous êtes capable de dire que vous êtes nul en maths. Et ça, c'est très dangereux. Les maths, comme il y a une matière très importante au niveau des maths dont on ne parle pas souvent, c'est vrai que c'est la logique mathématique. C'est utilisé en informatique aussi, et ça permet d'avoir des raisonnements cohérents. Ça permet aussi de décortiquer des discours. Ça permet aussi donc de ne pas se laisser influencer par des vocables ou par des mots. D'accord ? Ça affûte le raisonnement. Ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a négligé les maths. Ici, rendre des maths optionnelles, c'est catastrophique. C'est comme une norme, on ne peut pas s'en passer. Et donc c'est à vous aussi, si vous laissez votre enfant à l'éducation nationale, c'est pas perdre d'avance, il a besoin d'un complément quoi qu'il arrive. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc pour les compléments, n'hésitez pas à aller voir mon stand, mais pour une question. Deux questions. Il est où le stand? Alors le stand, il est un peu loin là, à l'entrée. Oui, loin là-bas au fond. Voilà. Alors, bonsoir. Moi j'ai deux questions. Alors, j'étais un peu le stand, donc j'ai pas tout entendu malheureusement. Mais comme je sais que vous êtes dans les mathématiques et que vous avez montré l'importance des mathématiques dans l'éducation, j'imagine que dans les bouquins il y a aussi peut-être un peu de méthodologie justement pour enseigner tout ça. Et moi j'aimerais savoir si dans votre méthodologie, ça c'est la première question, dans votre méthodologie, tout ça, aujourd'hui on parle des troubles mentaux comme la dyscalculie. Donc on a conscience maintenant, et ça existe, qu'il y a des gens qui sont incapables de le faire, voilà, d'être à l'aise. Peut-être que moi j'ai jamais fait de test et je vais peut-être partir de cela parce que j'ai jamais réussi à comprendre les maths. Et jusqu'à un moment, j'avais une gêne d'être ouvert en calcul mental, donc j'assume, ça ne peut pas marcher. Donc il y a la dyscalculie. Est-ce que vous avez une méthodologie adaptée pour ceux qui ont la dyscalculie quand on détecte un trouble mental chez un enfant qui atteint la dyscalculie, qu'est-ce que vous conseillez? Et ma deuxième question, c'est j'ai constaté justement en grandissant avec ma difficulté justement à maîtriser les mathématiques, j'ai constaté que la société de manière générale avait tendance à mettre un peu plus en avant les enfants qui possèdent une très bonne logique mathématique. Ce sont des, voilà, ils sont écoutés partout, ce sont des génies intelligents, alors qu'en réalité, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a des gens qui ne sont pas qui n'ont pas de logique mathématique, mais qui sont commandants, qui peuvent finalement s'en sortir et gagner leur vie de bien un spectacle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Déjà, je tiens à remercier les deux questions. Alors, je vais les reformuler. La première, c'est concernant la pédagogie, et la pédagogie associée aussi à la dyscalculie ou au problème autisme. Alors, dans mes livres, déjà, moi, en tant qu'enseignant, l'apprentissage doit être un jeu. Moi, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire qu'en gros, l'enfant doit s'amuser. Il ne doit pas voir ça comme un devoir, il doit s'amuser. Avec mes livres, ce qui se passe souvent, les enfants ils sont dessus. Parce que c'est coloré. C'est pas un livre de maths. Ils sentent déjà que c'est un jeu. Ils sentent que c'est pas un livre. C'est coloré. La deuxième chose, on essaie, tous les problèmes de mathématiques, on essaie de les mettre dans leur quotidien. C'est-à-dire que toi, tu te dis, bon, moi je suis 10, les maths, ça me concerne pas, j'ai du mal, etc. Et pourtant, je te montre que dans ton quotidien, tu fais des maths. Dans ton quotidien, tu fais des maths. C'est-à-dire que ça soit tes choix, que ça soit, par exemple, c'est simple, je cherche un logement, on te propose un studio
30 mètres carrés à 600 €, on propose un autre studio pas très loin, 20 mètres carrés à, je sais pas, 450, lequel est mieux? Lequel est moins cher en mètre carré? Est-ce que c'est les mètres carrés qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a d'autres critères, etc.? Tous tes choix, finalement, ils sont orientés, et derrière tes choix, il y a vraiment une réflexion mathématique. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, oui, mais l'amour, il n'y a pas de maths dans l'amour. J'ai dit, mince, il n'y a pas de maths dans l'amour. Il y a l'amour dans les maths.